passer la parole tout de suite à Christian Guillot, premier vice-président du Parc naturel régional du Morvan. C'est bon là. Voilà, tout le monde entend. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller régional, Madame la directrice adjointe de la TREAL, Bourgogne-Franche-Comté, et Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi de vous dire quelle est la grande satisfaction que j'éprouve à vous recevoir ce matin pour ces 15e rencontres Bourgogne Nature. Bourgogne, j'oserais dire maintenant, Monsieur le Président, mais je pense que vous en parlerez plus longuement tout à l'heure, Bourgogne-Franche-Comté Nature, puisque c'est à la fois les 15e rencontres, mais c'est aussi les premières rencontres sous le vocable donc Bourgogne-Franche-Comté, Bourgogne Nature ayant modifié ses statuts en ce sens. Je voudrais au préalable excuser l'absence du président Sylvain Mathieu qui n'a pu être présent parmi nous. Il le regrette beaucoup, il est retenu par d'autres obligations. Et il me charge que de vous dire combien il est enthousiaste à l'idée de ces réunions qui se passent à Saint-Brisson, dans la maison du parc, dans notre parc naturel régional, et qu'il est très attentif, bien sûr, à tout ce qui pourra ressortir des différents ateliers, débats, conférences et autres. Cette année, donc, beaucoup d'entre vous viennent un petit peu de partout, on dira même des quatre coins de l'Hexagone, et c'est dire si ces rencontres ont pris place maintenant dans un calendrier bien établi, et si dire aussi qu'elles sont très attendues. Et évidemment, nous nous efforçons chaque fois de pouvoir offrir des thématiques ou bien sûr un très haut niveau de représentation, évidemment. Alors, je tiens à remercier plus particulièrement cette année certains de nos partenaires qui sont co-organisateurs de ces rencontres. Alors, je vais bien sûr les citer parce que c'est important pour nous. Le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté, le laboratoire Bio-Géosciences de l'Université de Bourgogne et l'Agence française pour la biodiversité. Ces trois organismes interviendront bien entendu lors de ces 2 journées. Alors les rencontres Bourgogne Nature, ces 15e rencontres, c'est plus de 180 personnes inscrites pour les 2 jours. C'est également 40 structures représentées. Ce sont 22 conférences, des experts, des spécialistes, des universitaires, des acteurs de la biodiversité, mais aussi des curieux, voire des inquiets de nature de tous horizons, qu'ils viennent du monde naturaliste, de la recherche, du monde socio-professionnel, de l'administration. J'oserais avec beaucoup d'humilité dire que je suis un de ces curieux, n'étant pas un spécialiste. Elles sont, je le répète, ces rencontres réalisées sous l'égide donc de Bourgogne-Franche-Comté Nature, et elles ont comme thématique le changement climatique, humanité et biodiversité. Ce sont donc 2 journées où alterneront beaucoup de conférences d'après la programmation dont j'ai pu prendre connaissance, d'ateliers, de stands et d'expositions, où vous aurez l'occasion, je crois, d'échanger sur un sujet qui est particulièrement d'actualité. Alors je vous rappelle que les rencontres, depuis leur origine, elles ont plusieurs objectifs.
Premièrement, il s'agit de transmettre et de partager les savoirs. Il s'agit également pour nous d'animer des réseaux et de mutualiser des expériences, de partager également les pratiques de connaissance, de gestion et de préservation, mais également de communiquer à travers une édition des actes dans un numéro de la revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature. Ces rencontres se passent donc au cœur du parc naturel régional, à la maison du parc. Et comme vous le savez sans doute, les relations homme-nature sont au cœur de l'action de nos parcs, et notamment du parc naturel régional du Morvan. Et ceci, j'oserais dire, depuis leur création, c'est-à-dire leur création en 67, ça fait très longtemps. Donc près de 50 ans, plus de 50 ans. Le PNR a été créé en 70, je vous le rappelle également. Donc les parcs sont des relais des politiques publiques et ils ont cette particularité d'être souvent des précurseurs. Comme tous les parcs, notre parc est un territoire d'expérience. Et il a essayé de développer et de mettre en application ce concept dans sa charte comme fil conducteur. La charte, nous sommes en pleine révision de charte. Et cette charte qui vise l'horizon 2035. Elle s'intitule d'ailleurs « Conduire la transition écologique du Morvan et l'orientation ». 7 de cette charte. Agir face au changement climatique comprend 2 mesures. Devenir un territoire à énergie positive et s'adapter au changement climatique. Alors s'adapter au changement climatique. Je ne vous cache pas que ce grand concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, et les derniers événements ne sont pas pour nous rassurer, est une question qui interroge à la fois le grand public, tout le monde bien sûr, mais les élus en particulier dont je suis. Et il m'arrive souvent, à titre personnel, de m'interroger sur quelle doit être notre attitude, comment envisager l'avenir, avec qui, avec quoi, comment agir, comment prévenir. Et même si on regarde les statistiques, on sait que la France n'intervient que pour à peu près aller une partie infime, 1,5% je crois d'émissions de CO2 dans le monde entier. C'est rien, c'est vrai, à côté des 30% de la Chine. Je me dis, mais si on est tout seul à faire ça, ça sert à quoi? Raisonnement d'élu. Il n'y a pas de découragement, je le dis bien. C'est pas ça. Mais enfin, il nous apparaît, nous, qui ne sommes pas des scientifiques, en tout cas moi, que c'est un phénomène qui doit intéresser le monde entier. Et si on ne conjugue pas nos actions, je me pose des questions. Les phénomènes qu'on rencontre maintenant sont de mesure à, il me semble, à faire réfléchir et je ne comprends pas les attitudes qui mettent en doute ces changements. C'est une réalité qui est aujourd'hui de plus en plus visible, vous le savez. Je l'évoquais tout à l'heure, l'augmentation en intensité et en fréquence des aléas naturels. Bon, les tempêtes, les périodes de sécheresse, les pluies abondantes. Tous ces phénomènes, il me semble, sont liés à l'activité humaine. Et depuis des siècles, les phénomènes sont allés en s'aggravant et nous sommes aujourd'hui arrivés à des échéances importantes. Le Morvan, dont nous faisons partie, n'est pas écarté, n'est pas à l'écart de ces tendances. Est-il plus impacté que d'autres territoires de Bourgogne?
je laisse le soin à vos discussions, peut-être de nous apporter des réponses. Mais néanmoins, il me semble que les enjeux sont immenses. Au-delà des inquiétudes d'un élu, mais je pense qu'elles sont partagées par beaucoup, nous avons le sentiment, bien sûr, qu'il est absolument nécessaire de réduire, et de réduire très vite, et très fortement, toutes les émissions de gaz à effet de serre. Il est devenu inévitable d'anticiper les changements qui vont malheureusement intervenir dans les prochaines années. Le Morvan, vous le savez, a un fort attrait. Il peut devenir une destination touristique importante qui va s'accentuer avec ses grands sites, notamment ses paysages protégés, sa faune et sa flore. Donc, des éléments qui vont faire que l'attractivité risque d'être de plus en plus forte au fur et à mesure que la concentration urbaine se vérifie. On est d'ailleurs, nous, en tant qu'élus, maintenant sur des préoccupations devenues quasiment obligatoires, c'est les rapports ville-campagne, c'est-à-dire le partage de l'espace. C'est un vrai sujet pour les élus, évidemment, et nous avons besoin d'être accompagnés et d'avoir des références, notamment des références scientifiques, bien sûr, sur le devenir de nos territoires. Alors, toutes les activités économiques qui sont liées à la nature et notamment aux ressources en eau vont être et sont déjà fortement impactées. Elles nécessitent, pour assurer leur pérennité, d'anticiper des changements de pratiques et surtout des changements de comportement. La sylviculture, qui est une part d'économie importante dans notre territoire et qui agit sur un pas de temps assez long, voire même très long, est déjà impactée, et que les interrogations se font sur les essences qu'il faut replanter. Les agriculteurs, à travers leur pratique, notamment dans les prairies, au niveau de l'élevage, bien entendu, des périodes de sécheresse de plus en plus longues et de plus en plus fortes, des périodes humides, également avec des aléas très forts, nécessitent à chacun d'entre eux de s'interroger, et on voit bien dès que cette année que ces aléas climatiques mettent en péril une grande partie de l'activité économique liée à cette activité. Alors évidemment, à travers tout ça, il y a le problème de l'eau qui est en train de se poser de manière très cruciale. Est-ce un passage? Est-ce quelque chose que l'on va connaître de plus en plus fréquemment? Ce sont vraiment des interrogations qui sont au cœur de nos préoccupations. Alors bien sûr, le parc ne pourra pas tout seul conduire ce changement qui devra mobiliser tout le monde. Nous sommes, de par notre charte, je vous rappelle, fortement impliqués dans tout ce qui concerne le climat et la ressource en eau, dans les projets LIF NatureAdapt, auxquels nous sommes associés pendant 5 ans. Alors, je voudrais, avant de conclure, pour ne pas être trop long et laisser place à vos débats, me féliciter à travers la parole de tous les élus de ces rencontres, qui sont autant d'éléments qui peuvent peut-être faire avancer la bonne cause. Ces journées, elles ne se font pas comme ça, il y a bien sûr toute une organisation. Et mon dernier propos sera à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à leur organisation, donc bien sûr toute l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté Nature, qui, je vous le rappelle, est hébergée dans nos locaux.
et je vais les citer, Alice Guérin, Anaïs, Daniel, avec un remerciement particulier pour Daniel, qui, vous le savez, est détaché par le parc pour animer un certain nombre de réseaux, et je voudrais saluer très fortement le travail qu'il effectue au sein du parc et à travers d'autres casquettes, parce qu'il a... Ah non, il ne les a pas mises aujourd'hui, mais il en aurait trop. Il en aurait trop à porter. Mais pour ce qui concerne le parc, c'est un élément majeur et c'est un peu la cheville ouvrière, et grâce à lui que ces rencontres existent. Alors, merci à tous d'être venus, de participer à ces ateliers. Nous attendons avec impatience la restitution. Bonne journée à vous et puis profitez quand même de visiter le Morvan. Il y a encore un très beau soleil si vous en avez l'occasion. Merci à tous. Bien, merci Christian. Donc, en tant que président de l'association Bourgogne-Franche-Comté Nature, poste que j'accapare depuis un moment et qui prend de plus en plus d'importance. Donc, je salue pour la première fois ces rencontres dans le cadre officiel de la nouvelle fédération, la Bourgogne et la Franche-Comté, enfin les 8 départements, pourrait-on dire plutôt, se sont mis d'accord et se regroupent maintenant dans notre structure. Il y a 14 partenaires aujourd'hui à notre fédération. On commence à faire beaucoup. Nous avons non seulement un président, mais 2 vice-présidents, donc Christian Guyot, que vous venez d'entendre, et Michel Carteron, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui participe activement. Donc voici pour notre association. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir non seulement des naturalistes, comme d'habitude, présents aux rencontres, mais une forte participation des laboratoires universitaires de Dijon et de Besançon, comme vous allez vous en rendre compte. Et donc ça va à la fois hausser le niveau des débats et nous enrichir de façon importante. Les services administratifs ou le ministère de l'Environnement, l'AFP sont présents et donc nous sommes très contents aussi d'avoir une ouverture vers le concret et de ne pas rester simplement des savants théoriciens. Le climat, donc j'en dirai juste un mot puisqu'on va en entendre parler plus qu'il en faut. Le climat nous montre l'importance de ce que j'aime bien appeler des processus. Quand on s'intéresse à la protection de la biodiversité, historiquement on a commencé par les espèces, puis on a découvert que les espèces ne pouvaient pas être protégées sans protéger leurs habitats, et puis les habitats eux-mêmes ne peuvent survivre que si un certain nombre de processus, pour la plupart naturels, fonctionnent. Par exemple, pour protéger les oiseaux qui nichent ou les insectes sur des îlots de gravier d'un fleuve comme la Loire, on protège des espèces. Bon. Mais bien entendu, il faut protéger l'îlot. Mais si on protège l'îlot, on le fige dans une protection, il va se boiser, il ne va plus convenir. Alors plutôt que de le déboiser, il faut protéger la dynamique fluviale, le processus qui permet au fleuve de fonctionner, et ce fleuve régulièrement recrée de nouveaux îlots. La bonne attitude, c'est celle-ci. Mais vous voyez bien que c'est une autre échelle géographique qu'une simple protection locale. Et c'est donc plus difficile. Alors avec le climat, on a ce phénomène en grand. C'est un des processus majeurs qui fait fonctionner les écosystèmes du monde entier. Et ma foi, c'est ce processus qui est en train de se dégrader. Donc il faut certes s'y adapter. L'adaptation aura des limites. Mais il faut bien entendu participer, même petitement, à réduire sa dégradation. Voilà. Stéphane. Merci, Monsieur le Président, Bourgogne-Franche-Comté Nature, cher Bernard, Monsieur le Vice-président du Parc naturel régional du Morvan, cher Christian.
Madame la directrice adjointe de l'Adréal, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous apporter les salutations, comme on dit, de la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, ainsi que celle de la vice-présidente en charge de la transition écologique, Frédéric Collat, qui toutes deux m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations et de vous souhaiter de très bonnes journées de travaux. Ce sont, ça a été dit plusieurs fois, les 15e rencontres ici dans le Morvan, à Saint-Brisson, dans la maison du Parc. 14 de ces rencontres ont été organisées par Bourgogne Nature. J'ai essayé, autant que faire se peut, à chaque fois que j'ai été invité, j'ai toujours été invité, soyons honnêtes, mais je n'ai pas pu toujours répondre présent, d'être présent ici avec vous, et je tenais tout particulièrement à être présent aujourd'hui, puisque ça a été dit aussi, ce sont les premières journées organisée par l'association Bourgogne-Franche-Comté Nature, qui n'a que quelques mois d'existence. L'occasion pour moi, au nom du Conseil régional, au nom de sa présidente, de féliciter les 14 partenaires actuels qui sont regroupés, fédérés au sein de cette association et qui viennent de l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Beaucoup sont ici présents et je les en remercie. Alors tout le territoire n'est pas encore représenté ou couvert, cela viendra sûrement, et Daniel me glissait à l'oreille tout à l'heure en disant ça serait bien que les universitaires viennent. Donc l'appel est lancé. En plus, je n'ai pas d'intérêt dans l'association Bourgogne-Franche-Comté Nature. Donc, comme ça, j'ai transmis. Mais cette fédération est une très bonne chose. Elle va dans le bon sens, celui d'un travail en commun à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, dans le respect des histoires et du fonctionnement de chacun. Et c'est une bonne chose parce qu'elle permet une synergie des énergies pour la nature. Et la nature se fiche effectivement pas mal de nos frontières administratives, de nos réformes territoriales ou de nos petites bisbilles personnelles. La nature nous envoie régulièrement, et je dirais de plus en plus souvent, des messages d'alerte, et le changement climatique et l'érosion de la biodiversité ne sont pas les moindres. Alors, changement climatique, humanité et biodiversité, tel est donc le fil conducteur de ces 15e rencontres. Lorsque vous avez choisi il y a quelques mois ce thème, je suppose que vous n'imaginiez pas être au cœur d'une actualité brûlante, sans mauvais jeu de mots. Un été particulièrement chaud et très sec dans notre région, un début d'automne qui l'est tout autant, puisque la pluie n'est pas annoncée au mieux avant 7 jours, nous dit Météo France, avec tous les impacts inquiétants que nous connaissons sur l'agriculture, les cours d'eau, les nappes, les zones humides, les écosystèmes et la biodiversité en général. Autre actualité, au début de la semaine, un épisode méditerranéen particulièrement violent dans l'Aude, avec toutes les conséquences catastrophiques, les morts, que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je sais bien que des phénomènes météorologiques ne font pas le climat et qu'il faut se garder des généralisations excessives. L'histoire, pas si ancienne, nous a montré à Nîmes, à Vaison-la-Romère ou à Sommières que ces très fortes précipitations automnales peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et c'est vrai que l'immédiateté médiatique fait qu'un événement chasse rapidement un autre. Il faut quand même de temps en temps se poser et regarder ce qui se passe. Et d'ailleurs, l'été très chaud, très sec, que nous venons de connaître, sera peut-être suivi par un hiver particulièrement pluvieux et rigoureux, je n'en sais rien, je ne suis absolument pas spécialiste. Et alors peut-être que certains, qui aujourd'hui invoquent à longueur de temps le réchauffement climatique, auront oublié que le changement climatique est une tendance sur le long terme qui peut avoir de multiples conséquences et de multiples manifestations. Mais il est un fait acquis, le changement climatique est là et bien là. Et ce sont les scientifiques qui nous le disent, et ayant moi-même une formation scientifique, exerçant encore un peu en tant qu'enseignant en biologie, écologie, je suis extrêmement attentif à ce que disent les scientifiques. Un nouveau rapport du GIEC nous alerte sur les conséquences réelles et mesurables du réchauffement à plus 1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous y sommes. Ce rapport nous alerte également sur les conséquences d'une augmentation à plus 1,5 ou plus 2 en 2100. Je ne vais pas les reprendre devant vous, vous êtes des spécialistes, vous les connaissez aussi bien que moi. Élévation du niveau de la mer, disparition des récifs coralliens, perte, prise annuelle de poissons en diminution, diminution des rendements agricoles, etc. Et alors, la semaine dernière, j'étais invité sur le plateau de France 3 Bourgogne sur un débat, changement climatique, et chez nous, on fait quoi? Et je rappelais qu'en décembre 2015, à la 21e conférence des partis, à la COP 21, 193 pays, je crois, se sont engagés à contenir l'augmentation des températures nettement
en dessous de 2 degrés et de limiter à plus 1,5. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on ne tient pas le cap, puisque en France, en 2017, les émissions de gaz à effet de serre ont dépassé de près de 7% le plafond qui était fixé par l'État. Et si on continue sur le rythme actuel, ce sont les scientifiques du GIEC qui nous le disent, les plus 1,5 seront atteints entre 2030 et 2050, c'est-à-dire demain. Donc chaque dixième de degré compte, et là aussi ce sont les spécialistes qui le disent, chaque degré supplémentaire qui sera subi sera pire que le précédent. L'urgence est donc absolue. Alors, dans ce rapport, ou plus exactement dans le résumé, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir lu tout le rapport, ni d'ailleurs de le comprendre complètement, mais le résumé est très bien fait, il y a une citation, je vous la livre. Si l'on regarde le bon côté des choses, certains types de mesures qui seraient nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 sont déjà mises en œuvre dans le monde. Il est vrai que, essentiellement, grâce au rapport du GIEC et à ses mises en garde, grâce à ses alertes régulières depuis 1988, l'humanité, c'est-à-dire nous, avons pris conscience de la réalité de ce changement climatique. Ce ne fut pas très simple. Les climato-sceptiques, et il y en eut y compris dans la communauté scientifique, furent nombreux et durs à convaincre. Ils sont heureusement de moins en moins nombreux, même si, j'allais dire, non pas le premier d'entre eux, mais l'un d'entre eux, se trouve être le président de la première puissance mondiale et qui émet pas mal de gaz à effet de serre, et qui a d'ailleurs sorti son pays de l'accord de Paris. Et nous avons engagé des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et ainsi tenter de réduire l'effet de serre anthropique et ses conséquences. Les actions ont été mises en place à de nombreux niveaux, en Bourgogne en son temps, en Franche-Comté également, et aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Et la collectivité à laquelle j'appartiens a placé la transition écologique comme l'un de ses 3 piliers de son mandat, avec l'emploi et la solidarité. Et c'est une des priorités de la présidente et de son équipe, la transition énergétique. La protection et la valorisation de la biodiversité sont des marqueurs de notre action. En tous les cas, nous le souhaitons. Nous agissons, nous investissons. Je ne vais pas vous faire un catalogue de l'action régionale, on n'est pas ici pour ça, mais pour plus d'économie d'énergie, pour plus de sobriété énergétique. Nous agissons pour le développement des énergies renouvelables, pour une politique de transport importante sur tout le territoire, parce que c'est un des leviers sur lesquels nous pouvons agir. Nous agissons sur notre propre patrimoine bâti. La région est propriétaire de 131 lycées, ce qui représente presque 2,5 millions de mètres carrés, donc c'est pas rien. Je pourrais aussi évoquer notre engagement sur la restauration scolaire pour les écolycées ou le développement des initiatives locales, les potes, les pionniers ordinaires de la transition écologique qui sont chers au cœur de la présidente. Et nous avons placé notre action dans les 17 orientations de développement durable définies par l'ONU en septembre 2015 pour, si possible, faire en sorte que toutes les femmes et les hommes aujourd'hui puissent vivre et si possible vivre bien sans compromettre les chances des femmes et des hommes de demain de vivre bien. Tel est le sens du développement soutenable. Alors est-ce suffisant? Parce que c'est une bonne question. A priori, non. Car, et là encore, ce sont les scientifiques du GIEC qui nous le disent, je le cite, la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 nécessiterait, conditionnel, des transitions rapides et de grande envergure. Les émissions mondiales de CO2 devraient être réduites d'environ 45% par rapport au niveau de 2010 d'ici 2030. Et nous sommes déjà fin 2018. Il reste donc 11 ans. 11 petites années pour vraiment inverser la tendance, pour poursuivre l'œuvre d'explication, d'éducation, d'échange et de débat, comme vous allez le faire aujourd'hui, et je vous en remercie. Et pour réaliser des changements sans précédent, et ainsi limiter, contenir à plus 1,5 degré cette augmentation moyenne des températures à la surface de la Terre. 11 petites années pour vraiment changer nos comportements, nos habitudes et nos façons de faire. Pas simple, vraiment pas simple. En guise de conclusion, je voudrais vous livrer un petit témoignage personnel, et je l'espère porteur d'espoir. Mardi dernier, j'étais dans le Jura, à l'invitation du Centre Athénas, où j'ai participé au relâcher de 4 lynx. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ça buzz depuis hier là-dessus. 3 jeunes et la mère qui avaient été soignés suite à la collision entre la mère et une voiture il y a quelques semaines. Et en les voyant partir, l'image était extrêmement fugace, ça a duré quelques secondes et bondir dans la forêt, je me disais que ceux-là au moins avaient une chance supplémentaire grâce à l'homme de survivre. Et qu'il ne fallait donc pas désespérer de l'espèce humaine. Sûrement un symbole, oui, mais les symboles comptent. Alors bien sûr, je le sais, autant que vous, ce n'est pas ces quatre animaux qui inverseront la tendance et l'érosion de la biodiversité. Bien sûr,
on peut se dire que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais cette petite goutte d'eau, qui aujourd'hui d'ailleurs nous fait cruellement défaut, font les petits ruisseaux et les grandes rivières. Alors je le disais, rien n'est simple, l'espèce humaine peut s'émouvoir pour de grandes causes, prendre conscience d'un danger. Les individus, c'est-à-dire nous, ont en revanche, il me semble, beaucoup plus de mal à changer nos comportements, à bouleverser les habitudes et à accepter des contraintes, parce que je pense que ça passera par là, des contraintes pour le bien commun. Alors je garde, bien sûr, en tant qu'élu, et je m'associe au message d'espoir de Christian, je garde espoir que l'humanité, par essence perfectible, prenne très vite conscience qu'il est encore temps et qu'il est encore possible de changer les choses et d'inverser les tendances. Restons mobilisés, agissons et, comme disait Saint-Exupéry, faisons en sorte que chacun soit responsable de tous. Merci. Merci à la région. La parole est à la DREAL, Madame Loubier, directrice adjointe. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Je vais partir du même rapport qu'a cité Stéphane. C'est le rapport, le résumé à l'intention des décideurs. C'est ce résumé qui est assez accessible, bien qu'en anglais, mais qui est quand même assez accessible et qui en 30 pages donne quelques enseignements importants de ce travail considérable qui avait été engagé à la COP21 et qui doit être examiné à la COP24 sur est-ce qu'on sera bien à un réchauffement en deçà de 1,5 degré et comment faire pour l'atteindre. Donc moi j'en ai humblement tiré 3 grandes idées. Vous l'avez dit Stéphane, d'abord le réchauffement est à l'œuvre puisqu'on est déjà à plus 1 degré en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle. Et d'ailleurs la stratégie régionale pour la biodiversité en Bourgogne donnait quelques indicateurs de ces changements sur la biodiversité avec la remontée de certaines espèces, avec des dates plus précoces de phénomènes naturels. Donc ça c'est le premier renseignement, il est très clair et indiscutable. Le second, et vous l'avez dit Stéphane, c'est que chaque degré compte, et le rapport dit d'ailleurs qu'entre 1,5 et 2 degrés, c'est 2 à 3 fois plus d'impact sur les vertébrés, sur les insectes, sur les plantes. Donc ça aussi c'est quelque chose de très inquiétant et de très fort comme message. Et puis enfin le message dit aussi que c'est pas impossible de rester en deçà d'1,5 degré, mais que ça nécessite des transitions fortes de l'ensemble de la société. Alors, rester en deçà de 1,5 degré, repartons du point de départ. Hein. Le dérèglement climatique, il est bien lié à des émissions de gaz à effet de serre qui sont anthropiques, qui sont liées à l'homme, avec en premier lieu, d'abord, le dioxyde de carbone, et au sein de ce groupe dioxyde de carbone, en premier lieu, les émissions liées à la transformation des hydrocarbures pour produire de l'électricité. À hauteur de 40%, c'est ça qui contribue au CO2 au plan mondial. Et 3/4, c'est le charbon. Voilà, donc c'est un point de départ important qui justifie ensuite les moyens qu'on peut mettre en œuvre et qui soutient les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre cette situation. Donc effectivement, face à cette augmentation d'émissions, il faut les réduire. À défaut de pouvoir capter le CO2, c'est encore une autre piste qui n'est pas forcément idiote, mais à défaut de pouvoir capter le CO2, il faut réduire nos émissions à la source, ça c'est la première chose. Et puis, inévitablement, le changement climatique étant là, il faudra réfléchir effectivement à s'adapter au changement climatique. Alors, je citerai 2 outils qui me semblent importants, l'un au plan national, l'autre au plan territorial. Au plan national, c'est le plan climat qui avait été présenté par Nicolas Hulot en 2017 et qui va un peu plus loin que la loi de transition énergétique de 2015 puisque l'objectif donné à la France, c'est neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'on émettra toujours du dioxyde de carbone, mais on en absorbera autant qu'on en émettra. Et c'est ça l'objectif qui est fixé. Et pour atteindre cet objectif, qui est très ambitieux, mais qu'on retrouve dans le rapport du GIEC, l'outil qui est actuellement discuté, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui dit comment on va atteindre cet objectif
à quel rythme, quels sont les secteurs qui vont y contribuer. Et cet outil qui avait une durée de vie de 5 ans, qui avait été élaboré en 2015, eh ben on est en train d'anticiper sa révision pour s'ajuster à l'objectif fixé dans le plan climat de neutralité carbone en 2050. Et donc cette stratégie nationale bas carbone, qui va être adoptée là, début d'année prochaine, elle dit 3 choses fortes. Elle dit, pour atteindre la neutralité, il faut décarboner totalement la production d'énergie en 2050. Donc que notre production énergétique ne soit pas contributive aux émissions de dioxyde de carbone. Il faut, donc évidemment, ça a une incidence sur les énergies renouvelables. Il va falloir développer massivement les énergies renouvelables. Il faut réduire fortement les consommations d'énergie dans tous les secteurs, soit en renforçant ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que chaque fragment d'énergie utilisé soit efficace, ne pas perdre en énergie quand on consomme de l'énergie. Et deuxièmement, gagner en sobriété, être un peu plus sobre énergétiquement. Et puis, troisième idée force de cette stratégie, optimiser ce qu'on appelle la pompe à carbone, les puits de carbone naturels, que ces puits de carbone naturels puissent exercer leur rôle, effectivement. Et pour ça, il faut absolument préserver la biodiversité. Et il faut anticiper sur l'adaptation au changement climatique. Il faut des forêts, puisque le puits de carbone massif au plan mondial, c'est quand même la forêt au niveau terrestre. Et donc il faut que nos forêts soient résilientes, puissent continuer de jouer ce rôle de puits de carbone. Alors c'est très réducteur comme approche, hein, c'est un peu mathématique ce que je vous dis, mais tout ça est bien intégré dans les schémas qui sont en préparation. Et puis au plan local, c'est aussi l'outil qui s'impose à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants, c'est le plan climat air énergie territorial que chaque EPCI de plus de 20 000 habitants doit élaborer d'ici la fin de cette année et qui doit partir d'un diagnostic, et dire d'où on part sur la consommation d'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la pollution de l'air et sur l'adaptation au changement climatique et où on veut aller, comment on va s'adapter, comment on va réduire nos consommations, comment on va développer de l'énergie renouvelable et comment on va réduire nos émissions. Et ça, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 43 établissements publics de coopération intercommunale, des communautés de communes, des communautés d'agglos, qui doivent réfléchir sur tous ces plans-là en intégrant tous les secteurs de production, l'agriculture, l'industrie, les transports, le bâtiment et tous les acteurs du territoire. Et donc la région et l'État émettent un avis sur ces documents qui doivent être élaborés, je le rappelle, d'ici la fin de cette année. Donc c'était 2 outils que je voulais signaler pour dire qu'on a quand même des instruments à la hauteur des enjeux. Et puis, je me réjouis, moi, du thème que vous avez choisi cette année, parce que effectivement, les deux sont liés. Et pourquoi c'est si important de préserver la biodiversité? Parce que c'est une réponse à l'atténuation du changement climatique. Alors, j'ai cité les puits de carbone. Le puits de carbone terrestre, c'est 80% des forêts. Donc, l'avenir des forêts est essentiel. L'océan, c'est encore une autre question. Mais la préservation de la biodiversité est bien sûr essentielle à ce titre-là. Et puis aussi parce que c'est une capacité d'adaptation au changement. On a cité les phénomènes dramatiques des inondations, mais la préservation des zones d'expansion des crues et du rôle exercé, des fonctionnalités exercées par les zones humides, c'est évidemment essentiel dans l'adaptation à ces phénomènes à risque. Et dans une ville, la même chose, hein, où se concentre la chaleur, développer la végétation, c'est une manière de lutter aussi contre ces hausses de température. Donc tout ça me conforte dans l'idée que les deux questions sont essentielles et que c'est important qu'on continue à bien mesurer les effets sur la biodiversité de ces changements climatiques. Et en tout cas, nous, on continuera de soutenir ces actions-là. Et puis aussi, d'aborder la préservation de la biodiversité dans cette perspective du changement climatique.
Est-ce que la gestion qu'on mène aujourd'hui sera la même dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans? Et comment anticiper ces évolutions-là? J'ai vu que vous alliez l'aborder au cours de ce colloque et ça me semble effectivement une question essentielle. Donc merci pour tous ces travaux, pour vos apports et je vous souhaite 2 excellentes journées. Très rapidement, je vous remercie. Donc, je vous propose de regagner les places devant et on va commencer la première session qu'on a appelée l'ouverture avec notamment